Hello, bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve pour vous faire la troisième partie de mes sagas en cours. Donc là, ça va plus être sur les romans policiers. Alors je vois quand même que j'arrive à peu près à avoir fait le tour de mes sagas en cours. Si ce n'est que je suis sûre qu'une fois la vidéo terminée, téléchargée et tout, je suis sûre que je vais penser à d'autres livres que là j'ai oublié. Et puis du coup j'en ai profité pour remettre aussi les sagas policières que j'aimerais commencer, que j'ai dans ma palle, que je ne vous ai pas encore présentées et que je voudrais lire un jour peut-être, quand j'aurai le temps. Voilà, j'espère que ça va pas être trop brouillon au niveau de la vidéo parce qu'il y a des livres, il y a très longtemps que je les ai lus. C'est des séries que j'ai commencé il y a déjà un moment, donc j'espère que ça va encore être un peu près frais dans ma tête. Je vais commencer par un livre une trilogie que j'ai rangée, donc je ne sais plus où c'est. Enfin si, je sais où c'est au niveau du troisième tome, c'est le seul que j'ai pas lu, mais pas au niveau des deux premiers tomes qui sont avec tous les livres poche, donc c'est un peu le bazar. Si vous entendez des cris, ce sont mes enfants qui sont en train de jouer, hein. Ne vous inquiétez pas, personne n'est torturé, mais ils sont super énervés. C'est les vacances, quoi. Et voilà, pour en revenir au livre, oui, je voulais vous parler de la trilogie de Guillaume Coquery aux éditions M+, où on va suivre alors je ne sais plus quel est son grade, parce que je ne retiens jamais les grades et je confonds toujours la police et la gendarmerie. Donc c'est Damien Sergent et il va y avoir 3 enquêtes en tout. J'ai lu les 2 premières que j'ai beaucoup aimées. Si j'y pense, je vous mettrai les petites vignettes. Il y a que le tome 3 que je n'ai pas encore lu qui s'appelle Putain de Karma. En fait, on a des enquêtes différentes à chaque fois, mais il y a un fil conducteur tout au long des 3 enquêtes. Et le tome 2 se finissait voilà, un peu sur un cliffhanger et on a envie d'avoir quand même la suite. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après, ça reste assez flou. Et comme j'ai plus les livres en main, c'est un peu compliqué. Alors, parmi les séries que j'ai commencé il y a longtemps, Bon, celle-là, je me demandais s'il y aurait une suite un jour ou l'autre. Je suis contente de voir que l'autrice a ressorti un tome avec les mêmes personnages. Alors, c'est pas le premier parce que j'ai commencé à lire cette série quand je travaillais en médiathèque près d'Arras. J'ai acheté le suivant puisque après j'étais en congé maternité. Je les ai achetés en poche, donc je les ai pas tous. C'est la série de Camilla Lackberg aux éditions Actes Sud, où là c'est l'édition poche, donc c'est chez Babel Noir, où on suit Erika Falk et Patrick Elstrom, si je me souviens bien. Les noms plus anciens, je m'en souviens, à cette époque-là, quand je les lisais, je retenais mieux les noms, ça allait mieux. C'est une série que j'adore. J'adore les personnages qu'a mis en place Camilla Lackberg. Donc ça se passe en Suède. Attendez, je dis pas de bêtises, parce que je confonds toujours la Suède et la Norvège aussi. Tant qu'à faire, hein. Du suédois, oui, c'est bien ça. Donc le premier, c'est La Princesse des Glaces, qui date déjà de 2008. Et elle a ressorti un tome là, tout récemment, dont j'ai oublié le titre. Donc, et le dernier avec ces 2 personnages, apparemment, il date de 2016 quand même. Elle a écrit d'autres duologies, notamment une duologie ou une trilogie avec j'ai pas retrouvé le nom, pas un profiler, avec un mentaliste, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bah en fait, on va plus avoir Erika et Patrick. Et moi, j'étais vraiment attachée à ces 2 personnages. Erika, elle est écrivaine, notamment de biographie, ce qui fait qu'elle est amenée à farfouiller parfois dans le passé des gens et à faire des recherches. Patrick Elstrom, lui, est policier. Et dans La Princesse des Glaces, il y a une de ses meilleures amies qui est décédée, donc elle revient dans la ville de son enfance. Puis à chaque fois, en quelque sorte, on va avoir des cold cases, on va avoir des histoires les meurtres d'aujourd'hui ont un rapport avec ce qui s'est passé autrefois et c'est vraiment passionnant. Les personnages sont très attachants. Je conseille quand même de les lire dans l'ordre parce qu'on voit le développement de leur vie personnelle, même si chaque enquête est différente, mais parfois il peut y avoir aussi des rappels d'autres enquêtes. Il y a notamment une enquête qui s'appelle L'enfant allemand qui va fortement parler de la famille d'Erika. En plus, Erika, elle-même est célibataire. Sa sœur, par contre, est mariée avec un homme qui la maltraite. Elle a 2 enfants. Donc, on va suivre aussi le parcours de sa sœur, le parcours d'autres amis d'enfance. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et voilà, on voit la vie de famille en même temps. Et j'ai beaucoup aimé rentrer un peu dans leur intimité et de voir que c'est des gens un peu comme vous et moi. Et c'est vraiment sympa. Je suis super contente. J'espère que je vais aimer ce dernier tome parce que
Ouais, parce que je suis très attachée à ces personnages, je suis contente de les retrouver. Voilà, et on va souvent avoir des cold cases, voilà. Alors, c'est vrai que sur les derniers, il m'est arrivé de deviner la fin, mais j'ai tellement de plaisir à retrouver les personnages que de toute façon, je sais que je vais lire le dernier, quoi. Ça, il n'y a pas de souci, j'adore. Si vous ne connaissez pas encore, je vous la conseille fortement. C'est une série qui a très bien marché et franchement, elle vaut le détour. J'essaie de ne pas faire des tas trop partout. Là, je vais repartir. Bon, on va rester dans la. C'est toujours en Suède. Encore une fois, je ne sais jamais. Généralement, c'est suédois, mais bon, je préfère quand même. Oui, c'est la Suède aussi. C'est Vive Casten. Alors là, c'est pas le premier. Le premier, c'est la Reine de la Baltique. La Reine de la Baltique, là c'est le deuxième, je sais pas où j'ai mis le premier, bon c'est pas grave. C'est pareil, ils sont tous sortis en poche, donc ça vaut le coup. Et on va suivre aussi deux personnages, alors Thomas Andreasson qui est inspecteur, et son amie Nora Lind qui, elle, est avocate je crois. Non, elle n'est pas avocate, elle travaille en banque, je ne sais plus. Vous voyez, je les ai lus il y a longtemps et j'ai oublié, donc il y a toute une série où on retrouve ces deux personnages. Ça a été adapté aussi en série télévisée. Ça passait sur France 5 ou sur Arte. Non, sur Arte. Alors, je ne les ai pas regardés parce que je n'avais pas lu tous les livres et je ne voulais pas trop me spoiler les romans. J'aime beaucoup aussi. J'aime bien les polars nordiques de toute façon. Là, je suis en train de vous parler de polars nordiques et je suis en train de me dire, oui, j'en ai oublié. J'en ai oublié. Bon, c'est un peu le jeu. Je m'en doutais un petit peu. Mais bon, je les ai pas retrouvés quand j'ai regardé sur mes étagères. Alors, soit j'ai pas fait attention, soit ils sont rangés derrière et du coup, je les ai pas vus. Mais voilà, je pense à deux autres policiers. Peut-être que je les mettrai plus tard, c'est pas grave si je refais un autre point saga. Enfin, il y en aura d'autres, mais je pense que ce sera plus tourné vers la SFFF ou le contemporain. Bon, je vous dirai ça en temps utile. Voilà, pour en revenir donc à Vive Casten, donc elle a écrit plusieurs romans. Il y a sa fille qui a écrit un roman aussi qui se passe comme ça, qui est un polar nordique aussi. Je crois que je l'ai acheté. Je crois que c'est pareil, elle a prévu une série. J'ai acheté le tome 1, mais je ne l'ai pas. D'ailleurs, j'aurais pu vous le mettre dans ceux que je voudrais lire. J'ai oublié aussi, c'est pas grave. Voilà, c'est intéressant. En plus, Thomas Andreasson, il a un passif un peu lourd quand même. Il n'a pas eu que du bonheur dans sa vie. Nora Lind, elle vit avec un homme qui vient d'une famille beaucoup plus aisée que sa famille à elle, ce qui va finir par créer des tensions. Elle ne s'entend pas super bien avec ses beaux-parents, notamment sa belle-mère, hein, qui pour elle, son fils, a fait une mésalliance. Il aurait pu trouver mieux, hein, voilà, elle ne vient pas d'un milieu très riche. Et puis, voilà, ça crée des tensions. Donc, on suit aussi le passé de Thomas Andreasson et de Nora Lind. On voit un peu voilà, comment va évoluer son couple. Il va y avoir des affaires qui vont les toucher plus personnellement. Voilà. Et à chaque fois, je n'ai pas vu arriver le tueur ou la tueuse ou les tueurs. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien fait. J'aime beaucoup cette atmosphère nordique. C'est vrai que j'ai commencé Ragnar Jonasson, mais j'ai pas commencé sa série avec les mêmes policiers. J'ai lu que c'est one shot. J'aime bien. Il y avait comment, j'ai pas retrouvé son nom aussi, qui était bien aussi, c'était un tome par saison, vous aviez automne, été, printemps, hiver, je ne sais plus le nom de l'autrice, et il y avait la 5e saison, d'ailleurs il y avait un 5e tome, qui était très bien aussi, et il y a les Lotte et Soren Hammer, qui sont, je ne sais plus si c'est un couple ou un frère et une sœur, ça fait partie, voilà, je suis en train de me dire des polars nordiques que j'ai commencé et que j'ai oublié voilà, de vous ressortir. J'avais commencé la série, il y a celle aussi c'est l'hypnotiseur, le tome 1, Lars Kepler. L'hypnotiseur, alors c'est marrant, dans l'hypnotiseur, vous avez... on va suivre toujours le même flic, mais dans l'hypnotiseur, on le voit très peu. C'est surtout l'hypnotiseur qu'on voit, on voit comment voilà, il va aider à résoudre l'affaire. C'est pareil, il y a beaucoup de... J'aime bien dans les polars nordiques, il y a beaucoup de, de liens avec le passé, c'est-à-dire que les crimes qui ont lieu là maintenant ont toujours un rapport avec ce qui s'est passé autrefois. Ça peut des fois remonter même loin, ça peut remonter dans l'enfance d'un des personnages, ça peut remonter dans l'histoire d'une famille. C'est vraiment passionnant. J'aime bien ces allers-retours entre passé et présent, le fait que le passé vous pèse toujours sur nos épaules, en fait, quoi qu'on fasse, et qu'à un moment, voilà, jusqu'au point de nos retours,
point ou un moment où un meurtre est commis. Et c'est ce que j'aime dans ces polars nordiques. J'aime aussi l'ambiance. C'est vrai que c'est pas des page... Enfin, pour moi, c'est quand même des page turners, mais c'est vrai que c'est pas du thriller, quoi. C'est pas... voilà, il y a un truc qui arrive à chaque chapitre. Non, on n'est pas dans ce trope-là, mais c'est vraiment prenant. J'ai commencé à lire aussi, je repense maintenant, Arnaldur Indridason, qui est un auteur de romans policiers islandais, avec son commissaire Erlendur. C'est pareil, on est dans une ambiance très particulière. C'est marrant parce qu'on envie quelque part la façon de vivre des Européens, de l'Europe du Nord. Mais dans leur polar, c'est toujours très sombre, très noir. Alors c'est vrai en plus, il fait nuit une grande partie de l'année. Hein, ils ont cette période où ils ont très peu de soleil, ou une période où ils ont le soleil de minuit, c'est-à-dire qu'il fait jour toute la journée. Et je veux dire, au niveau ça doit pas être évident de dormir quand le soleil est toujours là. Ça doit vous bousculer un petit peu. Et justement, j'aime bien ces ambiances un peu particulières qui chamboulent pas notre système immunitaire, mais la façon dont réagit notre corps. Ça crée une tension supplémentaire. Et j'aime beaucoup. Et c'est pareil, Arnaldur Indridason, c'est super, quoi. J'avais commencé à lire, j'ai arrêté entre deux. J'ai pas eu le temps de reprendre. J'aimais beaucoup son inspecteur Erlendur, qui a aussi des problèmes au niveau familial. Donc il y a toujours ce fil rouge aussi à suivre. Il y a toujours une dénonciation de la société en plus dans ses romans, et c'est vraiment super bien fait, j'aime beaucoup. Il y a Henning Mankell aussi dans le même genre, hein, qui est suédois aussi, je pense, avec son inspecteur. J'ai un message qui arrive en même temps, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, c'est pas grave, si ça se trouve c'est encore un spam ou un truc de publicité. Et non, j'aime beaucoup Henning Mankell, l'inspecteur Velander. Alors, j'ai vu la série avant avec, je peux retrouver, avec Kenneth Branagh, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il joue super bien le rôle de l'inspecteur Velander. J'ai un peu moins accroché sur les romans, j'en ai lu 2 ou 3 seulement. Et, mais on retrouve un peu cet inspecteur qui est jusqu'au boutiste, donc qui sacrifie tout pour arriver au bout de ses enquêtes, pour savoir ce qui s'est passé, pour que les gens qui ont été assassinés puissent se reposer en paix quelque part, que justice soit faite, que leur famille sache qui les a tués et puisse faire son deuil. Et il en est au point où l'inspecteur Wallander, où il a divorcé. Ses liens avec son père sont très compliqués. Ses liens avec sa fille, bon, il s'adore, mais on se dit que s'il fait pas attention, il va la perdre. Voilà, il est déjà divorcé. Il gâche un peu toute sa vie personnelle juste pour aller au bout de ses enquêtes. C'est vraiment quelqu'un d'assez détruit intérieurement. Et Nick Mankell, avant de décéder, avait écrit un dernier roman où voilà, c'était la dernière aventure de Velander. Et il a une façon de terminer les aventures de son personnage. Je veux dire, comme Agatha Christie a tué Hercule Poirot. Là, c'est pas c'est pas ce qui va arriver à Wallander. Il va lui arriver autre chose, mais qui est tout aussi horrible. C'est une façon de terminer les histoires de son héros. Ça m'avait pris au trip quand même. C'est très dur, c'est très dur. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces polars nordiques. J'adore ça. Voilà, j'adore leur atmosphère, qui peuvent paraître un petit peu lente pour certains, mais que moi j'adore en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en connaissez d'autres, ou si vous aimez aussi les polars nordiques, à m'en parler en commentaire, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Et du fait d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Dans le même style, j'aime beaucoup aussi les polars historiques, qui se situent à une période en particulier de l'histoire. En même temps que je vous en parle, je repense à d'autres polars historiques que j'ai lus. Il y en a un qui se situait sous le règne, je ne vais pas retrouver le nom, c'est C.J. Sanson, je crois, qui se passe sous le règne d'Henri VIII, je crois, d'Angleterre. J'avais commencé une série qui se passe dans l'Antiquité grecque. Je me demande si c'est pas sous Alexandre le Grand, carrément. Puis c'est des séries que j'ai lues il y a longtemps, je devais être étudiante, alors vous voyez, ça remonte un petit peu. Et là, je vais vous parler de 2 séries que j'ai commencé, que j'ai pas fini non plus. La première, c'est Jean-François Parot, sa série avec Nicolas Le Floch, qui a aussi été adapté en série sur France 2. Là, c'est sorti aux éditions Poche chez 10-18. L'énigme des Blancs Manteaux est bien le premier.
On est en 1761, mais ça va assez loin dans l'histoire puisqu'on va retrouver Nicolas Le Floch après la Révolution française. Donc ça avance pas mal. C'est pareil, je me suis arrêtée parce que j'ai commencé à avoir de plus en plus de services presse, donc j'avais moins le temps de les lire. J'ai toute la collection, du moins ceux qui ont été écrits par Jean-François Parrot, puisqu'il est décédé il y a plusieurs années, et il y a quelqu'un qui a repris son personnage. Il y a 2 romans qui doivent être sortis, je crois. Donc on va sur... Alors, Nicolas Le Floch, il est un peu particulier. Je pense qu'il est inspecteur aussi. Enfin, dans le premier, il n'est pas inspecteur, hein, il débute tout juste. Mais j'ai pas les autres tomes, donc je sais plus quel grade il a. C'est voilà, dans un contexte particulier, puisqu'on est sous Louis XV, on voit les affaires du royaume, on voit que aussi petit à petit, au fur et à mesure des tomes, que la France, enfin le peuple français commence à en avoir marre des abus de la monarchie. Alors, on n'est pas très loin de la Révolution, et on va suivre aussi la Révolution par la suite avec Nicolas Le Floch. Et Nicolas Le Floch a cette particularité, il a été pris, enfin un noble l'a pris sous son aile, lui il est né, il vient du peuple, un noble l'a pris sous son aile, lui a donné une éducation, lui permet de rentrer dans la police à Paris. Il a un mentor aussi qui est un ancien juge, si je me souviens bien, enfin qui était un homme de loi, donc un homme aussi très aisé au niveau de la fortune, mais qui ne fait pas forcément partie de la noblesse. Et en fait, Nicolas Le Floch est un bâtard. C'est-à-dire que sa mère, on l'apprend, si vous avez vu la série, vous devez le savoir, sa mère était une noble, et il ne sait pas qui est son père. Bon, on l'apprend très vite, son père est marquis, c'est le marquis de Ranreuil. Donc quand son père décède, parce que son père s'occupait quand même aussi de son éducation, de l'aider financièrement sans que Nicolas Le Floch sache que c'était son père. Et quand il décède, donc voilà, les choses sont mises au jour et à jour, et enfin sont mises au grand jour, je ne retrouve plus l'expression, je suis désolée. Et il va apprendre que son père était, voilà, était noble, alors il est à la fois inspecteur et il est aussi marquis. À cette époque-là, c'était quand même assez rare, hein. C'était des gens du peuple quand même qui étaient policiers. Un noble ne se serait jamais entaché les mains à aller faire des enquêtes et enquêter sur des meurtres. Donc c'est passionnant parce que de temps en temps, on le voit dans la cour, à la cour de Louis XV, en marquis de Ranreuil, et en même temps, il a ce regard, voilà, il juge, hein, il voit comment vivent les nobles, et voilà, il a ce regard plutôt qui vient du peuple. Et même s'il n'est pas dans la pauvreté, mais voilà, il voit un peu comment il fonctionne, et c'est pas très joli à voir, les complots de cour, puis surtout tous ceux que sont prêts à faire les nobles pour avoir quelques privilèges, et bien se faire avoir du roi, de la reine, de la favorite du roi. Voilà, on voit la Pompadour dedans. C'est vraiment une des favorites de Louis XV, qui a joué un rôle très important quand même, puisqu'elle se mêlait des affaires politiques. Je ne sais pas si elles sont mêlées en bien ou en mal, mais en tout cas, elles sont mêlées. Voilà, c'est vraiment passionnant, et ça replace aussi, alors parfois des anecdotes, des faits historiques que je ne connaissais pas, donc qui sont passionnants. Je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Voilà, on va le voir aussi fréquenter certaines femmes. Voilà, il va voir les amours aussi de Nicolas Le Floch, sans que ça prenne le pas sur les intrigues. Les intrigues sont très bien menées. On voit jamais où ça va aller. Il est entouré, en plus, il est très bien entouré. Il a un assistant qui, pareil, au fur et à mesure des tomes, il vient du peuple aussi, mais il est quand même assez... voilà. Je pense qu'on comparerait maintenant à la classe, à la middle class. Voilà, mais il voit les gens qui vivent dans la pauvreté, les enfants qui crèvent de faim, son assistant, et ça lui plaît pas tellement. Il est parfois accompagné aussi d'un capitaine de marine qui est un véritable personnage, enfin, incroyable, qui aime bien la bonne chère, qui aime bien les femmes, voilà, et qui en même temps est un marin assez chevronné. Non, c'est pas un capitaine, je vous dis une bêtise, c'est un chirurgien. Alors, à savoir qu'à l'époque, c'est incroyable parce que, en lisant ça que je l'ai appris, il est chirurgien dans la marine. Il faut savoir que les médecins, on va dire les simples médecins, étaient plus haut dans la hiérarchie que les chirurgiens. Tout simplement parce qu'il y avait des écoles exprès pour devenir, en France du moins, pour devenir médecin. Donc voilà, c'était réservé aussi aux riches, aux nobles, enfin pas aux nobles, j'ai une bêtise, les nobles n'avaient pas de médecin, ils ne travaillaient pas les nobles normalement. Donc c'est plutôt réservé aux riches. Les chirurgiens, c'est plutôt les gens qui apprenaient un peu sur le tas, donc ils étaient moins bien vus que les médecins. Ils étaient, voilà, ils étaient moins auréolés
de cette aura que peut avoir un médecin ou un chirurgien. Ils avaient beaucoup moins de considération. Et voilà, et lui, c'est un très bon chirurgien. Alors, après, il faut placer dans le contexte de l'époque, hein. Je veux dire, l'hygiène, c'est pas toujours ça. On n'est pas très en avance sur les soins médicaux, il n'y a pas tous les instruments qu'il faut. Voilà, ça reste quand même assez dur. Il y a aussi un bourreau auquel Nicolas Le Floch fait souvent appel, le bourreau de Paris. Alors, je ne sais plus son nom. Il a vraiment existé, cet homme. Il fait souvent appel à lui, puisque en tant que bourreau, il connaît très bien le corps humain, puisque il s'occupe de torturer. Donc, généralement, voilà, les bourreaux devaient torturer, mais sans que la personne meure tout de suite, hein, parce que c'est pas drôle si on peut pas la torturer à un moment. Si elle meurt tout de suite, c'est plus de la torture. Voilà, donc c'est assez gai. Alors, on voit quelques scènes parfois, mais très peu. On voit plutôt quand que soit le chirurgien de marine ou le bourreau, et avec Nicolas Le Floch, quand ils font une autopsie, ça s'appelait pas comme ça, ils font une autopsie sur le corps. Et c'est super intéressant parce qu'il est obligé de faire appel à un chirurgien de marine et un bourreau surtout pour savoir ce qui est arrivé au corps. Et le bourreau est capable de dire oui, il a subi ça. C'est quelqu'un qui vient plutôt de la classe riche ou des nobles parce qu'il n'a pas d'usure sur le corps. Cette femme a déjà eu un enfant. Voilà, il est capable de plein de choses et c'est juste incroyable, quoi. Et qu'on soit obligé de faire appel à un bourreau pour pouvoir avancer dans la médecine. Et c'est en ça que Nicolas Le Floch est très intelligent, puisque quel policier irait demander à un bourreau son aide pour parler d'un corps? Donc c'est vraiment très bien à savoir. Alors, je n'ai pas retrouvé le nom de ce bourreau, malheureusement. Alors, Bourdeau, c'est son assistant, mais je vais pas voir le... Alors, à savoir que ce bourreau, il a été en prison, parce qu'ils sont bourreaux de père en fils, et lui et son père ont été chargés de torturer, de mettre à mort un ancien serviteur de Louis XV. En fait, c'est une sale histoire, puisque ce domestique de Louis XV a voulu prouver au roi qu'il n'était pas assez bien entouré, assez bien protégé, que n'importe qui pouvait tenter de le tuer. Et pour prouver ça, il a fait semblant d'attaquer le roi. Sauf que le roi ne l'a pas pris du tout comme ça. Donc le pauvre, il a été arrêté, mis en prison, torturé. Et après, je ne sais pas si vous savez, mais généralement, alors, sauf si vous êtes chez noble, là, on vous coupez tout de suite la tête. Mais pour les gens du peuple, vous aviez droit à 1001 tortures avant de mourir. C'est-à-dire que déjà, alors je ne sais plus dans quel ordre il le faisait, hein, mais... c'est là toute la subtilité, on va dire, du travail d'un bourreau, c'est-à-dire que la personne, parce que moi je me dis, mais c'est pas possible, il est censé être mort. Mais non, ils arrivent à faire à torturer cet homme sans qu'il meure, parce qu'il faut qu'il soit torturé jusqu'au bout. Donc il a été d'abord pendu. Alors pour moi, je ne comprenais pas au départ, je dis, bah pendu, il est pendu. Mais non, c'est-à-dire qu'il l'étrangle au maximum, et juste avant qu'il meure, ils le dépendent. Ensuite, il l'écartelait, voire lui briser les 4 membres sur une roue. C'est gay, c'est très gay, c'est dégueulasse. Je vois pas l'intérêt qu'on punisse quelqu'un, ok, mais qu'on le torture, je n'ai jamais compris l'intérêt. Bon, voilà. À ce niveau-là, on va dire qu'on a quand même une évolution, quoi, parce que... Bon, bref. Pour continuer dans le sordide, ensuite, il les éviscérait, hein, c'est-à-dire que ils faisaient rentrer comme on voit dans des films, hein, une sorte de petit bouchon pour rentrer dans le ventre et voilà, pour sortir les tripes et tout, c'était génial. Donc en plus... c'est ce que raconte ce bourreau dans cette série, et tout ça c'est véridique, hein, je suis allée vérifier quand même, c'est que ce domestique, c'était une force de la nature, donc il ne mourrait pas. Et pour les 2 bourreaux qui étaient le père et le fils, c'était horrible, parce qu'ils en avaient marre de le torturer, ils n'en pouvaient plus, quoi. Enfin, il y a un moment, ils ont beau être bourreaux, on a quand même des limites, et... il ne mourrait pas, malgré tout ce qu'il avait vécu. Il a vécu tout ce que je vous ai raconté, hein. Il ne mourrait pas, donc lui et son père ont fini par l'achever, en fait, hein. Sauf que ça n'a pas plu du tout au roi, donc ils se sont retrouvés en prison, tous les 2, pour un certain temps. Bon, après, ils ont réussi à... Voilà, ils sont sortis de prison, ils ont repris leur poste et tout. Mais pour vous dire à quel point c'est des contextes historiques qui sont quand même... très dur, quoi, très très dur. La vie était très dure, et c'est pour ça que je trouve que ces romans historiques sont vraiment très intéressants, parce qu'on voilà, on se retrouve à découvrir des anecdotes comme ça. Enfin, on peut pas appeler ça des anecdotes, mais malheureusement tout ça, on n'a pas le temps de le voir en cours d'histoire quand on est à l'école. Donc c'est super intéressant, et comme c'est mis dans le roman, eh ben, je trouve qu'on retient mieux. Voilà, j'ai parlé pendant 3 heures
Ma passion pour les polars historiques, enfin je vous explique un peu ma passion voilà, pour les polars suédois et pour les polars historiques. J'avais commencé à lire aussi, il y a des années de ça, Anne Granger, Un intérêt particulier pour les morts, toujours grand détective chez 10-18. Là ça se passe au 19e siècle, on va suivre Lizzie Martin, qui œuvre comme dame de compagnie, et puis elle va aussi se retrouver... bon, mêlée à des meurtres, voilà, c'est toujours des titres un peu particuliers, là c'est Un intérêt particulier pour les morts. Qu'est-ce que je sais pas si les autres titres vont être notés. Non, c'est pas noté. Donc on retrouve toujours Lizzie Martin et puis le policier Benjamin Ross. C'est pareil, on va voir une évolution dans leur relation. Et après, ça reste... Il n'y a pas énormément d'émotions dans ces romans de Anne Granger, enfin dans cette série-là du moins. Il n'y a pas énormément d'émotions, c'est vraiment assez factuel. Il y a un meurtre et on voit comment ils vont résoudre le meurtre. Voilà. C'est un petit peu ce que je reproche, c'est que ça manque un petit peu d'émotion. Mais après, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça nous montre voilà, l'Angleterre du 19e siècle. Il y a, je ne sais plus dans quel tome, il y a ce qu'on appelle le fog, hein, le brouillard. Mais c'est vraiment une horreur. C'était vraiment une horreur ce brouillard. C'est-à-dire que vous n'y voyez pas, mais juste, vous voyez même pas vos pieds, quoi. C'en est à ce point-là. Donc vous marchez dans l'ombre et dans Londres, effectivement, vous faites intérêt à faire attention où vous marchez parce que vous pouvez facilement rentrer dans quelqu'un, vous faire renverser par une charrette, par un cheval, vous cognez tout bonnement dans un lampadaire. Il y a toute une scène comme ça dans un des tomes où ça commence comme ça, où comment, je sais plus si c'est Lizzie ou Benjamin qui se retrouve pris dans ce fog. Puis bien sûr, il y a un meurtre qui est commis juste à côté d'eux, mais ils ne voient rien. Donc c'est hyper passionnant parce que aussi, mais vraiment, c'était vraiment... C'est plus de la purée de pois à ce niveau-là, c'est pire que ça, quoi. C'est incroyable. Et encore une fois, c'était passionnant de voir comment les choses se passaient à l'époque. Les personnages sont assez sympathiques, donc c'est vraiment une série qui m'a plu. Plus récemment, j'ai commencé, toujours aux éditions M+, Auguste Pointe, c'est la triade irlandaise de Gérard Coquet, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Là, c'est le tome 1, on va être plongé en Irlande, mais une Irlande qui est fortement marquée par les luttes indépendantistes, même si ça se passe... Alors, le tout début se passe au début des années 2000, oui, 2001, et ensuite on se retrouve en 2000, combien 13 ans plus tard, donc en 2014. Je suppose qu'il va faire avancer sa trilogie au fur et à mesure. Le tome 1 a dû sortir en poche, le tome 2 vient de sortir en grand format, on attend encore le tome 3. J'ai beaucoup aimé, j'adore l'Irlande, alors évidemment, ça me plaisait. Et puis, on plonge dans une Irlande à la fois où il y a eu des luttes indépendantistes, donc ça a laissé beaucoup de traces. Notamment parce qu'il y en a qui étaient du côté de l'indépendance de l'Irlande, d'autres non, d'autres qui ont joué un peu les espions, qui changeaient d'un camp à l'autre. Donc ces relations sont assez complexes. Elles commencent d'ailleurs par un enterrement. Et on va suivre Chiara, je ne sais pas comment on prononce, hein, c'est une prononciation un peu particulière, les prononciations irlandaises, j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je ne les maîtrise pas. Et Chiara est issue du village où on voit en tout premier lieu cet enterrement. Et on voit que cet enterrement va avoir une importance après, voilà, la personne qui est enterrée a laissé des marques très importantes dans la vie des habitants de cette ville, dont je vais pas retrouver le nom, je ne sais plus. Et voilà, et elle est dans la police et elle se retrouve obligée de retourner sur les lieux de son enfance et de son adolescence pour enquêter sur plusieurs problèmes. Et là, on va avoir vraiment un mélange à la fois d'espionnage, d'anciennes luttes, de recherche mystérieuse, parce que l'auteur va y adjoindre aussi une grande part de mythologie celtique, et ça, pour moi, c'était le top, parce que j'adore ça. Donc, qu'ils mettent en plus de la mythologie celtique là-dedans, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré. C'est super bien fait, il y a un côté occulte très important, et c'était vraiment génial. Donc je vous conseille en tout cas le tome 1, j'ai pas lu le deuxième encore, mais on va retrouver la même héroïne. Et voilà, c'est très immersif, on est dans une Irlande à la fois, voilà, très belle, c'est magnifique l'Irlande. Donc l'Irlande du Sud, hein, je parle de l'Irlande du Nord. Voilà, dans une magnifique Irlande, mais qui a vécu les traumas des luttes indépendantistes, et en même temps il y a tout
tout ce côté mythologique, mystérieux, mystique autour des anciens druides même. C'est vraiment, c'était génial, j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup La Plume de Gérard Coquet. Il avait écrit un 4 mains avec Yann Manouk qui s'appelle Souviens-toi de Sarah, qui se passe aussi en Irlande, si je ne dis pas de bêtises. C'est au Royaume-Uni, mais je crois que c'est en Irlande en partie, qui était très bien aussi, là, qui ne parlait pas du tout de mythologie, mais qui est vraiment très très top. Je vois, je sais pas si du coup je vais vous parler de... Je vous en parlerai peut-être une autre fois des sagas que j'aimerais commencer, parce que je vois que je suis déjà à 30 minutes. En fait, j'ai beaucoup bavassé, voilà, sur très peu de livres, mais j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez aussi, si vous connaissez les livres dont je vous ai parlé, si vous aussi vous aimez les romans historiques ou les sagas comme ça, où on retrouve le même policier, si vous aimez les polars nordiques comme moi. D'ailleurs, j'en ai lu un autre aussi, j'ai lu qu'un seul tome, c'est de Momalo, où on retrouve le policier qui s'appelle Ranak. Ça s'écrit Kanak, mais c'est Ranak. J'aurais pu vous parler de ça aussi, mais bon, j'en ai occulté plein. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres encore qui vont me traverser l'esprit. N'hésitez pas à me dire en commentaire, on aura peut-être eu des lectures communes. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.